Un des objectifs principaux de l'activité physique adaptée est d'autonomiser les individus, c'est-à-dire être en capacité de réaliser de l'activité physique en dehors du parcours de soins et sans l'aide des différents professionnels de santé. Cet objectif s'inscrit dans ce que l'on appelle communément le retour à domicile, ou encore la phase de transition. Les enseignants APA ont donc pour mission de rediriger les patients ou les individus vers des structures, clubs et associations adaptées à leur situation. Afin de trouver la structure la plus proche de chez soi, vous pouvez vous rendre sur les sites de référence de la FF Sport adapté, de la FF Handisport ou encore de la SFP APA. Bien sûr, il faut différencier le handisport de l'activité physique adaptée. L'APA s'inscrit dans une démarche thérapeutique ou préventive. Le handisport, lui, permet aux individus de pratiquer une activité sportive codifiée en club, souvent dans une logique de loisir ou de compétition. Ainsi, des profs de sport peuvent également intervenir et enseigner dans la pratique de ces activités. Parmi elles, une discipline a marqué mon attention, le handifly. Je me suis donc déplacé dans le sud, dans la plus vieille école de parachutisme de France. Ici, on forme les futurs parachutistes. Mais on n'est pas là pour eux. Peugeot, c'est également un des lieux de formation au handifly. Aussi bien pour les moniteurs tandem handi que pour les parachutistes handi. C'est donc monsieur Franck Cotigny, conseiller technique national parachutisme et responsable de la formation handifly en France, qui m'a reçu pour me parler de cette pratique exceptionnelle. Alors, je m'appelle Franck Cotigny, je suis professeur de sport et je suis placé auprès de la Fédération française de parachutisme. Donc mes missions, c'est de m'occuper de la formation fédérale notamment. J'ai pour mission de m'occuper du handi, de la pratique handi en parachutisme. Alors mon parcours dans ce sport, j'ai commencé à pratiquer le parachutisme en 1989. J'ai travaillé en tant que moniteur, brevet d'État, sur des écoles de parachutisme. Ensuite, j'ai intégré la Fédération française de parachutisme depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Alors pourquoi être allé vers le handifly? Alors déjà, je ne suis pas allé vers le handifly, c'est plutôt le handifly qui est allé à moi. Dans le sens où mon DTN, mon directeur technique national, donc mon patron, m'a demandé de prendre cette mission. Et j'avoue qu'au début, j'étais absolument pas emballé par cette idée. Pourquoi? Parce que je me sentais pas forcément compétent. Je sentais que j'allais être un petit peu maladroit dans la prise en charge des handis. Je le sentais pas, tout simplement. Donc il m'a harcelé à peu près pendant 2 semaines et à la fin, j'ai craqué et puis j'ai dit oui. Bon, de toute façon, c'est le chef, hein, mais il a été gentil, il a réussi son coup, il me l'a proposé et au final, j'ai accepté dans la douceur, on va dire. C'est pas un travail au quotidien, ça va être dans l'année plusieurs périodes, notamment 2 grosses périodes qui sont la préparation de ce stage qui a lieu actuellement sur le centre école de Peugeot, près d'Avignon, et les championnats de France de handi qui auront lieu au mois de juillet prochain. Donc c'est surtout des phases donc, de préparation qui durent, on commence 3 mois, 4 mois à l'avance. On y consacre quelques heures par semaine, pas forcément toutes les semaines, certaines semaines un peu plus, et puis il y a le stage à proprement dit. Et après, tout au long de l'année, il y a aussi la mise en place de formations de moniteurs handi où il faut suivre un petit peu. Pour former les accompagnants, donc déjà il y a une première phase où ils réalisent en fait une formation en ligne qui s'appelle les indispensables, dispensés par la FFH, Fédération Française Handisport. Où là en fait ils apprennent les différents handicaps, les conséquences, sur quoi ça joue, voilà, pour qu'ils aient, on va dire, une connaissance globale du monde handi, parce que finalement, c'est un monde qu'on connaît un petit peu de loin, sans forcément bien le connaître. Voilà, par exemple, un paraplégique et un IMC,
ça peut se ressembler, et pourtant, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc, ils ont une connaissance, ça leur permet d'aborder, enfin d'avoir une connaissance générale du handicap. Et ensuite, pour la partie pratique, là par exemple, cette semaine, on a un moniteur qui est en formation. Et là, il est en formation pratique où il est suivi par des tuteurs, tuteurs que j'ai dans le stage, pour regarder s'il fait les choses correctement. Un handi qui serait intéressé pour faire un saut en parachute, donc déjà, il va sur le site de la Fédération française de parachutisme et il va trouver un onglet qui concerne le handisport. Et en fait, là, il sera aiguillé et il y a un moment, il va tomber sur moi et je serai en mesure de lui donner des informations. Ou il peut aussi se rapprocher d'une école de parachutisme qui est dans les alentours. Et pas mal d'écoles de parachutisme ont un moniteur handi. Il faut savoir que nous, en France, chaque sport a sa fédération, pratiquement. Et quand on veut pratiquer un sport, eh ben, on va tout simplement sur le site de la fédération. Et donc, pour un handi, c'est pareil. Alors, par le site de la FFH, il a trouvé peut-être un petit peu moins facilement, mais il veut faire du parachutisme. Tiens, je vais sur le site de la Fédé de para, et là, il va être aiguillé à un moment donné très facilement vers moi. Le sport en lui-même, ça apporte quand même un paquet de sensations. Je vais commencer par là, parce que le parachutisme, voilà, c'est sauter à 4000 mètres, faire de la chute libre. On chute à 180 km/h. Sur l'air, on joue comme un surfeur va jouer sur une vague. Hein, c'est un sport de glisse. Donc on sent les appuis sur l'air et tout ça, c'est quand même assez jouissif, quoi. On est content d'être sur l'air, de pouvoir jouer avec l'air. Petite adrénaline au moment aussi de l'ouverture du parachute. Il y a le vol sous voile qui dure 6, 7, 8 minutes où on apprécie le paysage, on se prépare pour l'atterrissage, pour sa navigation, même si en l'occurrence pour le handi, c'est effectivement le moniteur qui est derrière qui va piloter la voile. Mais pour les handis qui se servent de leurs bras correctement, le moniteur va leur filer les commandes dans les mains, et c'est le handi qui peut aussi piloter la voile, et certains même arrondissent, c'est-à-dire font l'atterrissage. Donc qu'est-ce que cela rapporte? En un, les sensations, comme un valide, de toute façon. Et en deux, et là aussi c'est un petit peu comme les valides, de la confiance en soi. Je suis capable de faire ça, tout simplement. Mais là, c'est au même titre que les valides. Hein. Mais en fait, il y a assez peu de différence. Hein. Il n'y a même pas de différence entre un handi et un valide. Sauf que le handi, dans sa vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Voilà, c'est tout. Donc comme quoi, il y a des valides qui ont une vie beaucoup plus compliquée parce qu'ils se compliquent la vie. Eux, faut qu'ils se la simplifient. Eux, leur défi, c'est de se simplifier la vie tous les jours. Et donc, ils ont une capacité d'adaptation qui est assez phénoménale. Alors, déjà, il faut savoir que les valides ont des freins quand ils prennent rendez-vous. Ils se posent des questions, évidemment, qui sont légitimes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne vais pas avoir trop peur? L'atterrissage, comment ça se passe? Tout ça, c'est des questions que les valides se posent. Moi, j'ai l'impression que les handis se posent moins ces questions-là. Ils sont habitués. Un handi est habitué à relever des défis. Tous les jours, lui, c'est des défis un petit peu pour lui. Ce qui pour nous nous semble simple parce qu'on marche sur nos deux jambes, on se sert de nos deux bras, on est fonctionnel. Et eux le sont moins,
Donc pour eux, les défis, c'est tous les jours. Donc sauter en parachute, c'est... Ouais, bon, d'accord. Alors évidemment, ils vont se poser un petit peu des questions, mais moins que les valides, j'ai l'impression. Alors, il y a des freins à la pratique du handi-fly, malgré tout, qui peuvent être physiques quand même. Il y a une certaine limite. Effectivement, si on ne peut pas se servir de ses jambes et en plus de ses bras, il faut au moins se servir on va dire un petit peu du haut du corps, ou un hémiplégique aussi, ça fonctionne, hein, d'accord ? Mais au moins d'un bout de son corps. Il faut être capable de servir d'un bout de son corps. Voilà. Et il y a quand même des limites physiques. Et là, comme aussi pour les valides, le poids, si on est en surpoids, ça va être aussi compliqué de pratiquer ce sport. Et dans le parachutisme, il y a aussi une limite de matériel, c'est-à-dire que dans le couple tandem passager, on ne peut pas dépasser plus d'un certain poids par rapport aux limites matérielles. Ce qui est gratifiant, c'est quand le stage s'est bien passé, qu'ils ont pris beaucoup de plaisir. Donc les meilleurs souvenirs, je sais pas, c'est les bêtises qu'on peut raconter entre nous, hein, parce que c'est pas les derniers, loin de là. Non, il y en a plein. Et des mauvais souvenirs comme ça, j'en vois pas. De toute façon, s'il y a des mauvais moments à passer, les mauvaises expériences, c'est quand on est dans le stage, que ça se passe pas comme prévu, parce que justement, il y a plein d'imprévus, un moniteur qui est blessé, donc il faut s'adapter. Donc ça, c'est des petits trucs un petit peu chiants. C'est pas spécialement ça fait pas des mauvais souvenirs, mais c'est des trucs chiants à gérer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du stage, les handis là, qui préparent donc les championnats de France, soient contents parce qu'ils ont progressé. Voilà. Au même titre que tout sportif qui fait de la compétition, le sportif qui fait de la compétition, il va être content que s'il performe. Voilà. Et eux, c'est des compétiteurs à part entière. Alors quand je dis eux, ça m'embête un peu, hein, parce que je les mets à part quand je dis eux. Mais bon, les handis, c'est des compétiteurs à part entière, et c'est de sacrés compétiteurs, quoi. Ils veulent s'améliorer, ils veulent comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du stage, ils aient progressé concrètement, et donc qu'ils soient contents. C'est le seul objectif. Donc quand on essaie de construire ça, il n'y a pas vraiment de mauvaise expérience ou de mauvais souvenirs. Enfin, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Entre un handi et une personne valide, finalement, il y a assez peu de différence. Il y a certaines dispositions à prendre, effectivement, comme des harnais un petit peu spéciaux pour les passagers, par exemple, pour qu'on puisse relever leurs jambes à l'atterrissage, pour pas que les jambes traînent dessous. Et puis certaines conditions aussi, météo, c'est pas mal quand il y a un petit peu de vent, c'est pas mal d'être sur un terrain relativement facile pour que ça se passe correctement. Il y a quand même des contraintes, hein, on va pas se leurrer, il y a quand même des contraintes, mais c'est pas mission impossible. Faire sauter un handi, c'est absolument pas mission impossible. Il y a pas mal de moniteurs handi en France, répartis un petit peu sur tout le territoire, qui peuvent accueillir les personnes en situation de handicap. Je remercie donc grandement Franck d'avoir pris le temps de répondre à cette interview et de m'avoir expliqué cette pratique. Maintenant, je vais laisser place à Claire Duverger, atteinte d'infirmité motrice cérébrale, aussi appelée IMC, parachutiste tandem, dont l'interview m'a laissé sans voix. Donc je suis Claire Duverger, j'ai 31 ans et je pratique le parachutisme en tandem, le handi-fly. Alors à la base j'étais pas du tout sportive, alors j'ai toujours aimé tester plein d'activités, faire un peu comme tout le monde, comme les copains à l'école. Quand il y avait des après-midi acrobranche, j'avais envie d'y aller avec eux, donc j'ai testé l'acrobranche, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de trucs. Mais par contre le sport de manière régulière, c'était vraiment pas mon truc au départ. J'ai même été dispensée de sport en collège parce que
j'ai rencontré un très très mauvais prof de sport qui n'a pas du tout adapté et qui m'a mis en échec, qui m'a fait rater et voilà. Et du coup, je pensais que le sport c'était pas pour moi et que c'était pas possible. Mais j'avais fait un vol en parapente, j'avais une dizaine d'années, j'avais adoré ça et à l'époque je disais le parapente c'est cool mais le parachute jamais de la vie. Et en fait en 2011 j'avais 18 ans, j'ai une association de chez moi qui a proposé d'offrir 10 sauts en tandem à 10 jeunes Andy et j'ai eu la chance de faire partie de ces 10 là. Donc au début j'ai voulu dire non parce que j'avais la trouille et en fait je me suis dit mais en fait t'as peur mais si tu dis non tu vas le regretter. Donc t'as peur, ça va peut-être pas te plaire, mais au moins t'auras essayé. Et en vrai, dès le premier saut, à l'instant où j'ai basculé dans l'air, je me suis dit mais en fait c'est trop cool, je veux faire ça tout le temps. La montée en avion, elle est horrible. Clairement, mon premier saut, j'ai passé toute la montée d'avion à me dire mais qu'est-ce que je fous là ? Personne m'a forcé à faire ce truc, je n'étais pas obligée de dire oui. Je comprends vraiment pas ce que je fais ici. Et puis finalement, bon voilà, ils ont réussi à me détendre et à me mettre en confiance. Mais oui, l'ouverture de la porte, le vent qui rentre, j'avais l'impression de plus savoir respirer alors qu'en vrai, on respire complètement normalement. Mais non, le premier saut, c'est chaud quand même. Faut y aller, comme on dit, faut passer la porte, quoi. Et par contre, à l'instant où on avait basculé, en fait, j'ai compris, j'ai senti la décharge d'adrénaline, la liberté, enfin le truc que tous les paras ressentent. Mais c'est sûrement encore plus découplé quand on est en situation de handicap parce que, moi sous voile, j'ai l'image encore du premier saut, de me balader sous voile et de voir le fauteuil vide en bas et de faire « Hey, j'ai pas besoin de toi, je vole !» C'était incroyable, quoi. Alors, pour ma pathologie, je suis IMC, donc infirme moteur cérébral. Je sais que maintenant, on dit paralysie cérébrale, mais comme ça fait 32 ans que je me présente de la même manière, du coup, je suis restée là-dessus. Donc, c'est suite à une naissance prématurée. En fait, je suis née à 6 mois de grossesse. Donc, grande prématurée avec manque d'oxygène, naissance très compliquée. Donc, clairement, j'ai failli mourir. Et finalement, je suis juste en fauteuil. Donc, c'est la partie moteur du cerveau qui a été lésée par le manque d'oxygène. Donc, c'est pas une paralysie comme une paraplégie, par exemple. Ce qui fait que le retentissement, il va être sur l'ensemble de mon corps, même si ça se voit plus sur les membres inférieurs. Je peux bouger, je ressens tout. Par contre, je suis très raide, j'ai pas une amplitude de mouvement complète. Donc, c'est assez limitant, même sur le haut du corps, sur les bras. Ça se voit pas forcément, mais je vais pas pouvoir tendre les bras complètement, par exemple. Alors au quotidien, je dirais pas que ça me freine parce que justement, en fait, je dirais l'avantage de ma pathologie, c'est que c'est de naissance. Donc pour moi, ma normalité, elle a toujours été avec le fauteuil. Donc je me suis toujours réveillée le matin en voyant le fauteuil à côté du lit. Et je pense que c'est peut-être même plus facile que quand c'est un accident parce que j'ai pas eu à réapprendre quelque chose, j'ai grandi comme ça. Après, plus jeune, ce qui était compliqué, c'était beaucoup le regard des autres, parce que quand on se sent différent, c'est pas toujours facile. Et puis les problèmes d'accessibilité classiques du quotidien. Moi, je dis tout le temps que c'est pas le fauteuil qui me gêne, c'est le fait que tout soit plus compliqué. Dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, il va falloir anticiper, réfléchir, savoir si c'est adapté, possible ou pas. On va te dire que c'est pas possible, alors qu'en fait, ça peut l'être, il suffit de s'adapter un peu. Donc c'est plus ça qui va freiner, entre guillemets, mais au contraire, avec les différentes activités que je fais, on se rend compte que finalement, si on peut sauter en parachute, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas adaptable, quoi. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup envie de faire comme les autres. Je voyais quelque chose et je disais « Ah, ils font ça, moi aussi j'ai envie de faire pareil ». Je sais pas si c'est parce que je suis handi ou quoi, mais c'est juste que j'avais envie de suivre les copains. Donc, comme beaucoup de petites filles, j'ai rêvé de faire de la danse, j'ai fait de la danse, j'ai pris des cours de natation pour apprendre à nager. Alors, on peut pas dire que c'était des cours de natation, moi. Clairement, j'ai appris à nager. Voilà, quand j'étais petite, j'imaginais pas forcément qu'il y avait des choses comme ça qui étaient possibles, mais j'ai eu la chance aussi d'être très bien entourée et de vivre dans une famille où on m'a toujours dit on peut pas te promettre que c'est faisable, mais on va essayer. On ne dit pas que tu auras une vie exactement comme les autres, mais on fera tout pour. Donc voilà, c'était toujours dans ces deux côtés-là. Donc pour moi, ça a toujours été normal. Et dès que j'avais envie de quelque chose, j'avais toujours du monde autour de moi pour essayer de réfléchir à comment c'était faisable. Donc quand l'école est partie en voyage scolaire à la montagne, il a fallu trouver d'abord une façon de faire du ski. On a découvert le ski fauteuil et du coup j'ai pu partir au ski à l'école par exemple.
L'élément déclencheur, ouais, c'est en fait, c'est le fait qu'on me l'ait proposé. C'est vraiment pas quelque chose que j'aurais été faire toute seule, en fait, parce que je savais pas que c'était possible. Et au moment où on m'a dit, tiens, on t'offre un saut en parachute et c'est accessible, c'est d'ailleurs pour ça que mes parents m'ont poussée. Ils m'ont dit, mais là, en fait, tu as envie de dire non parce que tu as peur, ok. Sauf que si dans 3-4 ans, tu as envie de le faire, nous, on ne saura pas qui contacter, on ne saura pas te l'organiser. Donc en gros, tu as peur, mais c'est maintenant. Et je me suis vraiment dit, ok, je vais le faire une fois, comme ça, ce sera fait. J'aurais testé, j'aurais pas de regrets, mais clairement, je vais pas continuer. Bon, j'ai 253 sauts, donc j'ai un peu changé d'avis. Et ça s'est fait très très vite. En fait, donc j'ai fait le premier saut, j'ai adoré tout de suite. Et j'avais tout de suite envie de recommencer parce que une fois qu'on goûte à ces sensations de vol et de liberté, en fait, on n'a plus envie de s'arrêter. Avant, je regardais pas le ciel, j'y connaissais rien à la météo. Maintenant, je me lève, je regarde le ciel et je me dis « Oh, il fait beau, ça donne envie d'y aller !» Donc ouais, non, ça a changé. Et puis après mon premier saut, 3 ans plus tard, on m'a proposé de faire la première compétition handi-fly, le premier championnat de France handi-fly. Je savais même pas que c'était un sport qu'on pouvait continuer. Et je dis attends, c'est-à-dire une compète, oui, il faut faire des tours en chute libre. Je dis, mais je sais pas tourner, j'ai fait un tandem, c'était il y a 3 ans. Oui, on va faire 2 sauts d'entraînement et on verra bien. Donc je suis arrivée au premier championnat de France en 2014 avec 3 sauts, en me disant mais pareil, qu'est-ce que je fais là. Moi j'ai été morte de trouille, et j'avais dit oui que parce que ça me faisait 3 sauts de plus en quelques jours et pour moi c'était gigantesque. Donc je me suis dit la compète on s'en fout, mais par contre tu vas sauter quoi. Et en fait une fois arrivé, on se prend vite au jeu de la compétition et je me rappelle encore de la fin de la compète où mon premier porteur qui m'a fait mon premier tandem, qui m'a fait les premiers sauts d'entraînement et la première compète, Louis-Étienne me dit oui, donc on pourrait travailler ça, la technique et tout ça. Et je le regarde et je dis parce que c'est pas fini. Et il me dit non, maintenant si tu veux, on fait une saison complète l'année prochaine et tu refais les championnats de France. Et en fait, ça s'est jamais arrêté depuis 2014. Donc je suis passée de dispensée de sport à compétitrice. Incroyable. Le gap, il est... Ah, mais je l'avais pas vu venir, celui-là. Clairement, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis tout le temps, même le parachutisme a clairement changé ma vie. C'est pas une blague, c'est pas pour faire joli, c'est qu'en fait, j'étais pas la même personne avant et après, parce que déjà, on se rend compte que c'est possible, c'est-à-dire que se jeter d'un avion au départ, on se dit pas que c'est accessible aujourd'hui. Finalement, on se retrouve à faire un sport que certains valides ont peur de faire. Et ça, j'avoue, c'est la petite fierté où on se dit toi, t'as peur, mais regarde, si moi je peux le faire, tu peux y aller aussi. Et je trouve que socialement, ça change aussi beaucoup les choses. Parce que quand je suis rentrée dans le monde du parachutisme, j'avais un peu peur de me sentir différente et tout. Et en fait, dès le départ, je suis arrivée, on m'a dit « Ah, mais en fait, t'es parachutiste ». Et le fauteuil venait après. On me dit « Tiens, en fait, comment tu fais puisque t'es en fauteuil ?» Alors que dans la vraie vie, on parle d'abord du handicap. Et je trouve que là, ça change tout, en fait, ne serait-ce que dans le rapport aux gens. Parce que ils nous considèrent comme des sportifs et la pathologie vient après. Et ça, c'est tout de suite quelque chose où je me suis sentie bien parce qu'on parle d'une communauté, on parle de gens qui partagent la même passion et ça crée tout de suite un point commun. Et le handicap, c'est un détail. Moi, il y a plein de week-ends où je vais sauter sur des paraclopes. Si je suis toute seule, les gens vont devoir me filer des coups de main parce que je saute d'un avion mais je suis pas capable d'enfiler mes baskets. Donc c'est la blague, mais au final, les gens, ils t'aident. Et puis, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu puisses partager la même chose qu'eux. Donc, c'est même pas une question. Là où, en dehors du parachutisme, c'est peut-être un peu plus compliqué. En fait, les gens s'imaginent pas que peut-être c'est possible sur des choses beaucoup plus simples, genre partir en vacances, machin. Ils vont se dire « Ah ouais, mais avec l'air, c'est compliqué. » T'as envie de leur dire « Non, mais c'est bon, t'inquiète, en fait. » Là, à l'heure actuelle, et pour très longtemps, je me vois pas, en fait, arrêter le para parce que déjà, un hiver, ça me manque. J'ai qu'une envie, c'est que la saison reprenne. Et puis maintenant, on a aussi le vol en soufflerie. Donc, il y a certaines personnes qui vont voler uniquement en soufflerie, d'autres qui vont voler que en parachute. Et puis, il y a des accros comme moi qui vont se dire, du coup, on va faire les deux, parce que les deux sont cool. En saut d'avion, je suis en tandem. En soufflerie, maintenant, j'apprends à voler toute seule. Donc, c'est encore autre chose. Je suis capable de me déplacer seule en l'air. Et du coup, je pense que je pourrais pas me passer des deux parce que c'est deux choses différentes. On travaille de manière différente et en même temps, ça reste du temps qu'on passe en l'air et du coup, on appréhende les éléments
un peu plus avec de plus en plus de temps de pratique. Donc, ah non, clairement, moi, je n'ai pas prévu d'arrêter, hein. Ouais, j'ai un peu plus de 30 heures de vol en soufflerie et 250-300 en parachute. Mais quand j'ai commencé, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. J'ai commencé, j'avais 18 ans à peine, c'était 8 jours avant mes 18 ans, mon premier tandem. Je m'en rappelle. Ouais, j'ai la chance que mes parents ils aient toujours été OK là-dedans. Je sais que pour certaines familles, ça peut faire peur parce qu'ils se disent que justement le handicap, faut peut-être pas aller dans des trucs qui paraissent risqués et tout ça. En vrai, on sait que c'est un sport à risque, c'est un sport classé extrême. L'avantage qu'on a, c'est que nous, on le fait en tandem. Et du coup, les moniteurs sont évidemment qualifiés et formés pour ça. Donc le risque, il est aussi minimisé par ça. Et puis en vrai, tout est risqué dans la vie, donc autant profiter, quoi. Ce que j'aurais envie de partager, c'est de dire aux gens de tenter les choses qu'ils ont envie, même s'ils ne s'imaginent pas forcément que c'est possible. Parfois, juste en allant questionner, en allant poser des questions, on se rend compte qu'avec quelques petites adaptations, c'est possible. Là, en parachute, par exemple, on saute avec un système pour nous relever les jambes à l'atterrissage, pour éviter que nos jambes touchent le sol. Et finalement, le handicap, il est compensé par ça. Et il y a beaucoup d'activités où, en fait, en trouvant des adaptations, on peut adapter et il suffit de tomber sur des personnes qui ont envie de réfléchir avec vous et de faire avancer les choses. Donc, en fait, c'est de ne pas se mettre de limites dans la vie et que si on a envie d'un truc, on y va, on tente. Et puis, il y a sûrement un moyen que ça marche, quoi. Donc merci à toi, Claire, pour ce témoignage époustouflant. Je pense que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Lors de ma venue sur ce tournage, j'ai fait une rencontre inattendue. On m'a présenté Cyril Moret, paraplégique incomplet et unique parachutiste solo handi de France. C'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné par un moniteur tandem. Oui, vous avez bien entendu. Il saute seul d'un avion à 4000 mètres. Donc moi je suis Cyril Moret, je suis un ancien athlète paralympique en escrime et en ski alpin. Et on se retrouve ici sur du parachutisme. Alors moi j'aime bien parler français, donc du coup je parle de parachutisme et de parachutisme handi. Ce qui m'a amené au parachutisme handi, c'est le goût de vouloir essayer le maximum de sports possible, sans dire tous les sports, mais un maximum. L'idée elle est toute simple, c'est que j'ai eu un accident de ski à 20 ans et je pratiquais plein de sports différents, genre tous les jours de la semaine, comme un besoin naturel de me dépenser, d'essayer des choses. Et je crois qu'après mon accident, la chose la plus compliquée, la plus dure a été de me dire que j'avais perdu ça, cette possibilité, cette liberté que j'avais d'aller courir, faire du vélo, nager, gambader avant l'accident. Et en fait, quand j'ai compris qu'il y avait du sport handisport, il y avait des choses à tester, eh bien, j'étais boulimique de ça et j'allais sur tout ce qu'on pouvait me proposer. Et donc, bien évidemment, le parachutisme n'est pas arrivé en premier. Mais quand il est arrivé, j'ai fait « ouais, on va tester ». Même en tandem, ok, je n'ai pas très envie de sauter, mais je sens qu'il y a un truc à aller regarder quand même. Et puis, quelques années plus tard, je suis en tenue et je viens de sauter. Ma pathologie, elle est assez classique, même si on a l'habitude de dire qu'un handi, une pathologie, une personne, une pathologie. Moi, je suis paraplégique incomplet, touché en... Alors, ça fait longtemps, donc je n'ai plus trop les repères, mais T10, T11. Donc, j'ai récupéré de la sensibilité jusqu'au genou et de la motricité jusqu'au genou. Rien en dessous. J'ai un peu de jambes, un peu de quadri, d'ischio, mais il me manque des fessiers et puis sous le genou, tout ce qui permet extenseur de cheville et releveur de cheville. Ce qu'on peut rajouter par rapport à la description, c'est que aujourd'hui, moi je suis tous les jours en fauteuil. Marcher, c'est un truc pour faire plaisir aux valides. Ça me fatigue et ça ne sert à rien, entre guillemets. Le côté bonne santé, je le trouve moi plutôt en faisant du sport. Et donc les symptômes, c'est que sur un fauteuil, je me sens plutôt à l'aise parce que je peux quasiment tout faire. Et donc je bouge un peu les jambes. S'il y a besoin, par moment, je peux prendre appui quelque part et aller chercher quelque chose de haut. Éventuellement, quand je suis motivé, je monte à l'échelle. Et en tout cas, j'ai dans les repères un peu pratiques du quotidien,
j'ai cette possibilité de monter des marches, par exemple, quand mon ascenseur est en panne, soit debout, soit en faisant une combinaison main-jambe. Et en fait, j'arrive à tout monter sans mettre les fesses par terre, par exemple. Voilà. Pour moi, le parachutisme, avant que j'en fasse, c'était un truc de fou furieux. Quelle idée de se jeter. Donc quand j'ai senti qu'il y avait moyen de faire un baptême et de tenter le coup, pourquoi pas. J'ai un peu été, entre guillemets, forcé, c'est-à-dire qu'on m'a un peu attrapé par surprise. J'étais parrain d'un événement et le club de parachutisme était là et tenait un stand pour faire la promotion de son activité. Et comme j'étais le parrain de cet événement, c'était à La Rochelle, un gros salon de l'activité sportive, il me semble. Le matin, je ne savais pas que j'allais sauter l'après-midi. Et en plus, on m'avait offert, entre guillemets, ce qui ne ferait pas lire mes potes ici, un atterrissage sur la plage. Un truc hyper rare. Mais moi, je ne savais pas, pour moi, plage ou pas plage. Voilà. Mais donc, j'ai sauté au-dessus de l'île de Ré, sans le savoir. Voilà, on m'a un peu embarqué. Et j'ai fait, bah ouais, je suis le parrain. On me dit, bah vas-y, j'y vais, quoi. Voilà, c'était pas un rêve de longue date. Et le mec m'avait dit, écoute, je te paye autant de sauts que de médailles que tu auras aux Jeux d'Athènes, à l'époque où je suis allé. C'était juste avant que je parte aux Jeux d'Athènes. Et j'ai gagné 3 médailles. Donc, bon, j'ai fait qu'un saut après. Mais en tout cas, je crois que c'est aussi ce petit challenge, la découverte, le petit défi que m'a mis le moniteur à l'époque, qui a fait que j'en ai fait plus et que je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et l'autre truc qui m'a bien aidé, c'est cette personne qui m'avait vu en stage de parachutisme quand on fait de la voltige, ce que font nombre de mes amis ici, qui me dit non mais sauter seul, c'est pas pour toi, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Je fais ok, ouais, bouge pas. Et c'est un peu grâce à lui, même s'il m'a pas vraiment aidé. Ouais, la fin du premier saut, elle était particulière parce que le saut en lui-même était, quand on regarde, pas si bien que ça et ce qui était prévu n'a pas été fait. Mais l'aboutissement, le fait d'avoir réussi cette étape-là en sécurité, quand on s'est retrouvés, là, on était tous dans l'herbe, la voile était encore un peu de partout, ça a fait une super image avec petite dédicace pour Jérémy et Greg, mes 2 moniteurs là, de ce tout premier saut solo, Andy solo, donc ouais, c'était génial. Alors c'est pas facile à dire ce que ça m'a apporté, j'ai l'impression que je pourrais aller chercher encore d'autres choses, notamment quand je fais des conférences. Mais évidemment, il faut parler de ça là, de ce truc de fou où tu agis contre la nature, on ne sait pas voler nous. Donc pourquoi se jeter d'un avion, être dans l'air? Et c'est un peu la force de la, comment dirais-je, des enseignements de certains cours, de ce que peut donner l'humain, c'est que malgré mon handicap, en tout cas, moi j'ai vu que dans l'air, avec de la vitesse, j'arrive à voler, j'arrive à faire des choses, je suis en maîtrise sans prendre de risques particuliers. Et ça c'est quelque chose de fou. Donc ça m'apprend que on peut chercher à repousser les limites qu'on a tous dans la tête, qu'on est capable de faire des choses assez dingues. Et c'est une preuve supplémentaire parce que parfois, dans mon parcours, j'en ai trouvé d'autres, notamment dans les compétitions en escrime, en ski, mais là, c'est encore plus d'actualité et ça percute. Souvent, quand j'en parle aux gens, ça percute tout de suite. Quoi, tu es en handi et tu sautes en parachute? C'est n'importe quoi. Alors la question, elle est intéressante de savoir si physiquement, ça m'a apporté quelque chose. Moi, j'avais vraiment cru que ma pratique de la soufflerie allait me permettre d'avoir enfin cette forme un petit peu en banane là. Moi, en fait, quand je vole, je suis toujours comme ça parce que je suis assis toute la journée et me mettre droit. Alors j'y arrive plutôt, mais c'est pas fou. Et je pensais que d'être poussé par l'air, comme j'arrive à voler à plat, ça allait m'aider à m'assouplir. C'est pas le cas. En revanche, la soufflerie, ça fait travailler énormément de muscles, alors qu'on fait parfois des séries de 3 ou 4 fois 2 minutes, donc ça reste hyper court comme exercice physique, mais pour autant ça
ça travaille vraiment le haut du corps de façon importante. Le parachutisme, un tout petit peu. Le truc, c'est surtout à l'ouverture du parachute. Parfois, on se prend un peu des impacts. Donc, physiquement, ça peut me bouger un peu comme ça, d'être un peu raide du coup. Mais sinon, ça m'a pas... J'ai pas eu besoin de pratiquer ou de faire des exercices en amont pour pratiquer sereinement. Évidemment que je vais continuer. Enfin, évidemment, non, c'est pas évident. Mais même si aujourd'hui, je suis pas un accro, c'est-à-dire que je suis pas là en train de me dire je veux sauter, j'aime bien les défis. Et là, le challenge suivant, c'est de passer les différents niveaux qui sont des niveaux classiques hein, des parachutistes et un jour d'arriver comme ça aussi. Ça, je ne l'ai pas tout de suite, mais d'arriver comme ça m'éclate. Ça. Mais c'est très loin et Tanguy, toi, tu le sais. En revanche, là, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le brevet B, autour d'une vingtaine de sauts, et le B2, qui va me permettre de faire des sauts non plus tout seul, mais avec d'autres jeunes sautants ou pas, des jeunes ou des expérimentés, et de sauter ensemble et de pouvoir s'amuser un peu dans le ciel, comme on le fait en soufflerie. Donc voilà l'objectif. Ça durera ce que ça durera, mais en tout cas, là, ce premier saut que je viens de faire ce matin m'a motivé pour reprendre tout ça sérieusement. Mais même quand je dormais, là, les semaines précédentes, je me dis, ah tiens, mais pourquoi je fais ça? Et puis, ah ouais, est-ce que je vais retrouver tout? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Et en fait, quand tu es bien câblé, et les instructions de base reviennent bien et tu peux pratiquer sereinement et commencer à laisser plus de place au plaisir. Alors, comme le disait Sénèque, bon, je ne sais plus ce qu'il disait, mais en tout cas, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que dans mon parcours de personnes ayant eu un handicap, eh bien, j'ai découvert le point crucial de faire ami-ami avec mon corps, d'être à son écoute, mais aussi d'être en capacité de lui faire des choses pas prévues, un peu originales, de trouver mon propre équilibre. C'est aussi important d'écouter, mais de savoir quelles sont ses propres limites. Donc c'est toujours un truc un peu fin, mais c'est une évolution dans laquelle moi j'ai envie d'aller pour ne pas me retrouver cantonné dans un schéma qui ne va plus bouger. Il y a toujours un peu d'évolution, on est toujours un peu à la limite de la santé, de la bonne santé. Donc on a aussi besoin d'être entouré pour bien faire tout ce chemin-là. Et je trouve que le sport est un bel axe dans lequel on peut chercher à se découvrir intellectuellement, mais aussi quand on a un handicap physiquement. Merci à Cyril de nous avoir donné le privilège de témoigner en tant qu'unique parachutiste paraplégique de France. Je donne maintenant la parole à Véronica, alias Véronica Tornade, qui va vous présenter son accident et sa philosophie vis-à-vis du handicap. Bonjour à tous, je suis Véronique, alias Véronica Tornade sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu sport et handicap. Je suis aussi parasportive. Alors, mon parcours, j'ai eu un accident il y a 8 ans. Je suis tombée d'une montagne, j'ai cassé ma jambe et à partir de ce moment-là, on m'a dit tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus courir, tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras plus tenir debout. Et à partir du moment où j'ai voulu prendre le contre-pied et je souffrais beaucoup. Donc pour contrer la morphine, j'ai décidé de faire de l'adrénaline. Qui dit adrénaline dit sport extrême et je me suis mis à faire des trucs de fou. C'est-à-dire j'ai commencé par la soufflerie, j'ai adoré. Après je me suis dit pourquoi pas le parachutisme et évidemment le handi-fly, ça allait de soi quoi. Alors pourquoi Wonder Woman? Tout simplement, un soir mon fils qui avait 6 ans à l'époque rentre de l'école et me dit maman t'es pas une maman normale. Je dis non maman elle est handicapée, elle peut pas marcher. Il dit mais non t'as rien compris, t'es une super héroïne. Je dis pourquoi je suis une super héroïne? Parce que t'as 3 jambes, tu marches pas, tu roules, t'es un super héros. Et le soir même j'ai acheté ma panoplie de Wonder Woman et je fais toutes mes compétitions Wonder Woman tout le temps. Et ça permet de montrer que le handicap, on peut tous être des super héros, même en situation de handicap. Donc en fait, quand j'ai eu mon accident, j'ai développé 2 choses. C'est-à-dire que j'ai fait un varus équin, c'est-à-dire le pied s'est retourné. Donc j'ai plus d'appui possible au niveau de ma jambe. C'est pour ça que j'ai une jambe de pirate comme ça. Voilà, le pied ici n'a plus d'appui. Et du coup, j'ai aussi une maladie qui s'appelle l'algoneurodystrophie, qui touche tout le système nerveux, qui est extrêmement douloureux en continu. Et le fait de faire du sport, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a permis en fait de contrer tout ce qui était le médicament très lourd comme morphine et tout ça. Et partir sur la dopamine, l'endorphine, l'adrénaline, tout ce qui sont des ressources naturelles du corps et qui soignent très bien et qui m'a permis de me soigner. Et pourquoi Véronica Tornade? Parce que quand j'étais en muscu, j'étais en fauteuil roulant.
Et du coup, ça faisait une tornade qui tournait autour des jambes. Parce que moi, pour faire du cardio, pour faire du poids, je pouvais pas m'arrêter. Donc du coup, j'étais la seule à tourner comme ça. Donc tout le monde m'appelait la tornade. Moi, la première chose que j'ai demandé, c'est faire du sport. C'est vraiment ça, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et aujourd'hui, le sport, voilà, on peut s'adapter à tous, quel que soit le niveau. Je fais aussi pas mal de compétitions. Moi, je fais 3 sports. Je fais donc dans les airs, le parachutisme et le World Series Handy Fly Race. Je fais aussi sur l'eau. Je fais du paracanoë, voilà, en championnat de France, en sprint, sur 200, 500 et 5000 mètres, et aussi le marathon. Et j'ai même couru, grâce à ça, grâce à ma trottinette adaptée, j'ai fait mon premier défi que je me suis juré dès que j'ai eu mon accident. C'était courir un marathon et je l'ai fait l'année dernière au Marathon pour tous de Paris 2024. Mon life motif, c'est plus on me disait non, plus je disais c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. J'en faisais un petit peu, tu vois, c'était un peu la muscu bonne conscience que j'appelle. C'est-à-dire j'étais commerciale sur les routes, j'avais pas de temps. Du coup, j'en faisais 2-3 midis par semaine, histoire d'en faire un petit peu, mais c'est vraiment soft. Aujourd'hui, j'en fais 2 heures par jour, j'en fais 5 jours par semaine, je fais beaucoup de musculation et ça m'aide vraiment. C'est vraiment rentrer dans mes soins en fait. En fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a vraiment décidé, c'est le fait qu'on te voit comme un fauteuil roulant à la base, parce que j'étais en fauteuil roulant, où on te voit plus comme une personne et j'avais besoin de défis. À la base, je suis commerciale, donc j'ai toujours fonctionné dans les défis. J'avais besoin d'un défi et le défi, ça a été le sport. Voilà. Donc je me suis rapprochée aussi d'associations qui sont très ouvertes. Je me suis beaucoup rapprochée des fédérations, comme la fédération de parachutisme et la FFCK, donc Fédération de canoë-kayak, qui donne une grande place à l'inclusion, qui donne une grande place aux personnes en situation de handicap. Et les associations aussi comme Bleu Cohésion, qui me soutient, qui nous aide, qui nous permet de faire des vols à des tarifs très privilégiés, de découvrir la soufflerie, de participer aussi à des sessions, comme ici un stage ici à Peugeot, voilà, où Peugeot nous reçoit et c'est génial, on peut faire un stage pour préparer le championnat de France d'Handy Tandem. Donc tout ça, on crée des liens tous ensemble, tous les sportifs, handy ou non, voilà, tout le monde avance et tout le monde est sportif. J'ai fait les World Series. World Series, c'est 5 étapes. Il reste 2 étapes encore. La finale, c'est à Poitiers. Et donc, il y avait une étape à Lille pour l'étape anglaise. Il y avait à Munich. Il y avait en Belgique. Là, je reviens de Milan. Et il y avait Prague aussi. Donc, pareil, on se rencontre, mais à l'international. Et ça permet d'encore plus faire grossir le mouvement et de montrer que voilà. Et là, il y a vraiment tout type de handicap qui est représenté. Ça m'a tout apporté en fait, parce que moi j'étais vraiment rendue dans une spirale où je n'acceptais pas du tout mon handicap. Il y en a qui acceptent, moi je n'acceptais pas du tout, c'était injuste, c'était pas juste. Tomber d'une montagne et se casser une jambe et finir dans cet état-là, c'était pas juste pour moi. J'arrivais pas à accepter en fait. Donc du coup, ça m'a permis au fur et à mesure de lever les barrières, de montrer que j'étais capable de faire plein de choses. Pendant 3 ans, j'ai pas du tout voulu être sur les réseaux sociaux, pas filmer, aucune vidéo, etc. Je sortais pas de chez moi à part pour les événements familiaux. Et puis après, au bout de 3 ans, quand j'ai commencé le sport, je me suis dit, ça y est, j'accepte, je suis dans l'acceptation, dans le deuil de la vie d'avant, et j'avance et je crée une vie en fait. J'adore les super-héros, j'adore un peu tout ce qui est manga et tout ça. Je vais vous dire, c'est comme dans un jeu vidéo. J'ai une deuxième vie, et la deuxième vie, je vais pas du tout faire la même, mais je vais en profiter à fond. Et là, il y a une semaine, j'étais à Milan. Aujourd'hui, je suis à Peugeot. Demain, je ne sais même pas où je serai, en fait. Je profite de la vie. Aujourd'hui, je profite pour faire du sport, pour rencontrer du monde, pour faire un maximum de choses, en fait. J'ai une nouvelle vie, j'en profite. Le plus dur, c'est faire le deuil de la vie d'avant. Même si, évidemment, je ne vais pas dire que c'est grosse tous les jours. Il y a toujours les douleurs, il y a toujours la maladie. Là, je dois retourner en rééducation pour essayer de travailler sur différentes solutions. Là, moi, j'ai travaillé sur une trottinette pour pouvoir courir pour le marathon pour tous. J'ai travaillé sur une orthoprothèse parce que je ne suis pas amputée. Mais c'est des solutions qui ne sont pas encore assez perfectionnées. Donc, on travaille toujours. Puis, il y a toujours... Mais c'est accepter qu'on n'aura plus la même vie et en faire une vie encore plus belle, en fait. Tout simplement. Et ma phrase culte, c'est « Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites ». Voici donc un exemple des objectifs de l'activité physique adaptée. Rediriger les individus vers des activités physiques ou des clubs handisport adaptés à leur situation. Cet objectif d'autonomiser l'individu dans la pratique d'une activité autonome est primordial pour un retour à domicile réussi et durable. Bien sûr, le HandyFly est une alternative peu commune. Elle définit avec justesse le concept d'adaptation si présent dans notre métier. J'espère donc que cet épisode aura permis de mesurer l'importance de rester actif et de continuer à se fixer des objectifs, surtout après des événements difficiles.